Alain Carré, nous avons le plaisir de vous recevoir ce vendredi pour le spectacle Les Jeux de l'amour et du hasard. Clin d'œil évidemment à Marivaux. Vous serez en compagnie de Dame Felicity Lotte, que vous connaissez bien, et de Jacqueline Bourgès-Manoury, pianiste, que vous connaissez aussi. Alors en tout cas, merci de vous prêter au jeu de ces questions. Pourquoi avoir choisi la thématique du libertinage pour ce spectacle? Alors, est-ce que, je me permets cette question un petit peu frivole, est-ce une forme de profession de foi personnelle? Non, je ne crois pas. Pour revenir à votre introduction, je n'aime pas le marivaudage et j'adore le libertinage. Et ce que je regrette profondément, c'est la Révolution française, puisque avant 1789, même le clergé écrivait des choses merveilleuses. Pensons à l'abbé de Lattaignant, que nous enseignons à nos enfants au travers de cette chanson « J'ai du bon tabac dans ma tabatière », qui n'est autre qu'une redoutable chanson érotique. Oui, comme plein d'autres. C'est partie de 4 cahiers de cette époque, de ce fameux abbé. Donc vous prêtez foi au comte de Paris, il faut régler tout cela, non? Oui, je pense que sur le fait du libertinage, il y a des choses vraiment à revoir en France, surtout en ces périodes, pour ne pas se laisser enfoncer dans d'autres obscurantismes. Donc voilà, le thème de ce spectacle, le libertinage, rend hommage principalement à tout ce qui s'est passé musicalement, poétiquement, avant la Révolution. Alors à ce propos, vous avez récemment enregistré l'intégrale des écrits de Casanova, ce qui est un travail d'ailleurs considérable. Je ne sais pas combien d'heures vous allez nous dire d'enregistrement. Alors, trouvez-vous des résonances entre ce noble personnage et son œuvre et puis notre monde contemporain? Est-ce qu'on peut créer des passerelles encore? Non, je crois que c'est un monde révolu, 3700 pages, écrites par un Vénitien en français qui parlait couramment 6 langues. Ça, c'est une chose qu'on voit bien sûr aujourd'hui, même des gens qui en parlent beaucoup plus. C'est un esprit incroyable, 180 heures de studio donc pour traverser son œuvre, mais je crois que ce genre de personnage qui véhicule une culture européenne au plus haut niveau se fait rare uniquement par le ton brillantissime qu'il a de la langue française, qui n'est pas sa langue maternelle, je le répète, et aussi au travers de l'humour qu'il met à revisiter sa vie, puisque les 10 dernières années de sa vie, enfermé par le comte de Waldstein dans un château à Doux en Bohême, eh bien, il n'a d'autre passe-temps que de revisiter sa vie pour, je vais dire, renouer avec les étincelles et les illuminations qui l'ont émaillé. Lui, ce personnage hors norme qui me manque, qui nous manque. Si je devais faire un parallèle avec un écrivain contemporain que j'aime beaucoup et qui lui a rendu hommage à sa façon, c'est Philippe Solers. Comment vous trouvez la sorte de règlement de compte terrible qu'a exécuté, je pèse le mot, Fellini donc dans son film? Chacun sa vision. C'est vrai qu'il peut paraître ce Casanova pitoyable d'une certaine manière. À la fin de sa vie, certes, il l'écrit, qu'il se fait harceler par le personnel du château où il est assigné à résidence pour ranger la bibliothèque, mais ce qu'il fait très rapidement étant un homme de grande culture. Il y a certes un côté du libertin déchu à la fin de sa vie, mais c'est omettre de la part de Fellini, c'est un angle qu'il choisit dans la vie de ce personnage, c'est omettre tout ce qui s'est passé avant. J'espère que Fellini, au cours de son existence, a eu le temps de lire les 3700 pages, mais c'est une forme d'éclairage qu'il donne, pourquoi pas. Mais je suis persuadé, je reste, je vais dire, amoureux du personnage et surtout de ses écrits, bien avant les 10 dernières années de sa vie. Ben, je suis d'accord avec vous. Et qu'allez-vous donc donner de Casanova dans le spectacle? C'est un petit clin d'œil à Felicity, parce que Casanova, il y a une chose où il s'ennuyait fermement, c'est à l'opéra. Or, à l'époque, à l'opéra, on sortait beaucoup pour rencontrer les dames. On y louait, bien sûr, des places toutes spéciales et réservées à la conquête des cœurs nobles, des chanteuses, des actrices ou que sais-je, ce que Casanova n'a jamais manqué de faire. C'était un grand lieu de rendez-vous, mais Casanova n'a jamais été un fervent
d'opéra. Donc c'est le petit clin d'œil pour Felicity, avec laquelle je m'entends vraiment très très bien. Et dans l'œuvre des 3700 pages, ça m'a fait plaisir de retirer ces 15 lignes. Ce type de spectacle, vous êtes très familier de cette forme, les spectacles notamment qui associent les textes à la musique, et qui vous ont d'ailleurs amené à collaborer avec notamment le pianiste François-René Duchappe, pardon. Et puis d'autre part, nous avons le plaisir de nous commettre ensemble. Alors qu'est-ce qui vous attire vers cette forme artistique ? Mais je crois que sans aller perturber des oreilles qui seraient un peu trop tendres, je crois que de tout temps, la poésie a été l'amie, l'amante de la musique. Et je ne vois pas dans nos directions de théâtre aujourd'hui de grands amoureux de la poésie. On voit un schisme entre la poésie et le théâtre qui, du reste, a peut-être toujours existé. Et cet amour que la poésie voue à la musique et vice-versa, depuis que la poésie existe, chez nous, je dirais, par exemple, au Xe, XIe, XIIe siècle, en passant par les trouvères, les troubadours, en revisitant le XVIe siècle à la Renaissance, que ce soit en matière de théâtre, où là, la musique était très présente, mais surtout la grande accompagnatrice de la poésie, je crois que j'aurais voué toute ma carrière à essayer de prolonger cette histoire d'amour entre le vers et les notes. Et c'est une chose qui va très très bien ensemble et qui, pour le spectateur, je crois, apporte une émotion plus grande par la conjugaison de ces deux arts. Alors à ce propos, vous qui connaissez parfaitement la situation du milieu professionnel de l'art dramatique en France et en Belgique, quel constat, si vous pouvez développer un peu ce que vous venez d'évoquer rapidement, pouvez-vous établir sur l'évolution de ce secteur artistique de nos jours ? J'ai arrêté de donner des cours il y a 4 ans, pas encore en âge de retraite, tout simplement parce que je trouve que je ne connais pas à fond la situation, mais de loin et parfois d'un peu plus près. On forme énormément de comédiennes et de comédiens, mais on ne les forme pas nécessairement, il y a des exceptions bien heureusement, à ce qu'est l'art du spectacle, c'est-à-dire monter sur une scène, connaître son texte, ça c'est le b.a.-ba. Mais après, comment rencontrer un journaliste, comment monter un dossier de subvention, comment se faire connaître, comment faire sa publicité, voilà, tout ça ce sont des choses qu'on enseigne trop rarement à quelques exceptions près. Et on sort de nos écoles, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, quantité d'apprentis comédiens qui n'attendent que de jouer dans un beau théâtre avec de très très beaux fauteuils rouges, mais qui ne portent pas le verbe, puisqu'au commencement, est-il dit, était le verbe, c'est-à-dire aller le porter dans les écoles, là où c'est le plus difficile, chez nos jeunes d'aujourd'hui, que ce soit les enfants de 6 à 11 ans ou nos adolescents 12-15 ans, ce qui devient redoutable, aller porter le verbe dans les hôpitaux, porter le verbe dans les prisons, pour se former, et surtout porter le verbe dans la rue également. Il y a quantité de festivals de rue, mais la poésie n'y est pas toujours très très bien représentée, le théâtre à sa manière, il est vrai. Mais je crois qu'on sort trop d'artistes, entre guillemets, aujourd'hui, pour peu d'élus au niveau des places et des possibilités qu'on aurait de vivre de ce métier. Oui, j'ai l'impression de voir une évocation du Molière de Mnouchkine quand je vous écoute évoquer ce théâtre de rue, ce théâtre qui est dans la vie, qui est dans les villages, qui était itinérant aussi. Oui, je crois que l'essence même de ce théâtre, c'est un retour au Moyen-Âge, entre guillemets, mais c'est vraiment avoir un texte, avoir des parts d'improvisation, ce qui se cultive beaucoup aujourd'hui dans certains pays, et notamment en France, en Belgique, au Québec, et puis un public. Après, à l'époque, on jouait dans des décors naturels, avec les costumes que l'on portait tous les jours, et ce qui comptait, c'était que le fil de l'émotion soit tendu entre celui qui porte le verbe et celui qui le reçoit. Et je crois qu'on a intérêt vraiment à revenir vers ce type d'écolage, d'enseignement, et après, d'arriver à monter soi-même ses propres spectacles, avoir soi-même cette vocation qui manque, je trouve, chez beaucoup. Et le cinéma a beaucoup détourné de comédiennes et de comédiens qui ne cherchent qu'à passer à la télévision, qu'à passer sur grand écran et qui oublient le travail technique de la scène. La technique de la langue, c'est une chose qui, comme le solfège en musique, aujourd'hui est un petit peu passée de mœurs. Vous êtes un boulimique de la scène, Alain Carré. Quels sont vos projets? Vers quels auteurs vous tournez-vous actuellement? Le grand projet, je dirais l'année prochaine,
ça va être le bicentenaire de Germaine de Staël, qui était un auteur prolifique, la grande ennemie de Napoléon. Et je travaille à la relecture de ses œuvres complètes en ce moment, une vingtaine de volumes, hormis sa correspondance, pour essayer de lui rendre hommage, puisque c'était une femme de lettres, c'était une femme de romans, c'était une femme de poésie, de théâtre, des choses qui ont été complètement oubliées, qui ne sont plus publiées aujourd'hui, puisque je travaille sur l'édition originale de 1820. Et c'est passionnant de voir comme elle a lié tous les arts, que ce soit la politique, si tant est que ce soit un art, mais enfin pour certains quand même, la musique, puisque la harpe de Juliette Récamier est toujours là dans son château à Coppet en Suisse, où Napoléon l'avait exilée, et cet amour du théâtre qu'elle avait des grands auteurs, puisque elle-même a incarné notamment Phèdre dans le texte de Racine. Donc je suis en réelle plongée et apnée dans son œuvre qui, je dois dire, me passionne à plus d'un titre. Bon, formidable. En tout cas, Alain Carré, ce sera un plaisir de vous entendre dans les grands salons de l'Hôtel de Ville ce vendredi, donc dans le cadre des Nancyphonies. Merci de votre fidélité à ce festival, merci de votre fidélité à l'art, et je vous souhaite un bon voyage pour nous rejoindre à Nancy. Voilà ce que faisaient les libertins, ils voyageaient beaucoup, et j'espère qu'il y en aura quelques-unes et quelques-uns dans la salle pour nous écouter et partager ce moment. Ils ont déjà réservé leur place fiévreusement. Alain Carré, je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi, merci. Merci. Et je profite de l'occasion pour remercier Florent Albrecht pour son aide technique précieuse pour ces interviews. Merci. À bientôt. Au revoir.